Vox Hebdo sur Vox TV, retour sur ce plateau pour la deuxième partie consacrée aux retombées de la conférence nationale souveraine 34 ans après. Suivons d'abord cet élément. La conférence nationale souveraine, qui s'est tenue du 25 février au 10 juin 1991, demeure l'un des moments les plus déterminants de l'histoire politique de la République du Congo. Sa clôture, le 10 juin 1991, s'est achevée par la cérémonie symbolique du lavement des mains, geste de purification d'un passé peu glorieux. Les participants à cette grande assemblée entendaient impulser une dynamique nouvelle à la marche du Congo. 34 ans après cette rencontre historique, les avis demeurent partagés. La conférence nationale, pour moi, je ne peux pas dire que ça a été un succès ou un échec. C'est un moment de notre histoire et c'est à nous d'en tirer, comment dirais-je, le meilleur de ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal, surtout de ce qu'on a fait de mal. On aurait pu créer un organe comme Conseil national de la démocratie pour suivre l'évolution des idées, pour suivre la mise en pratique de la démocratie. Or, cet organe a manqué. Toutes les constitutions qui ont été faites, on a manqué de créer cet organe. Nous constatons qu'il y a une véritable régression, c'est-à-dire toutes les aspirations que nous avons eues après la conférence nationale souveraine, l'organisation des premières élections libres, équitables et transparentes en 1992, tout a été balayé ou presque les 5 années suivantes, notamment avec la guerre du 5 juin 1997. Et depuis lors, vous pouvez constater que, au lieu de se renforcer en termes de démocratie, le pays recule. Les Congolais s'étaient décidés de se retrouver, se pardonner dans tout ce qui était arrivé. Et donc, il faut simplement dire qu'il y a plutôt un recul. Un recul, pourquoi? Parce que les acquis de la démocratie ne sont plus aujourd'hui à l'ordre du jour. Une incertitude demeure unanime parmi ces différents acteurs. Le pays se doit de prendre un nouveau départ en adoptant des comportements responsables qui le conduiront vers des lendemains plus prometteurs. Le 10 juin dernier, le Congo a commémoré la fin de la conférence nationale souveraine. Un événement qui s'est tenu du 25 février au 10 juin 1991 et qui a presque ouvert les portes du pays vers la démocratie pluraliste. Alors, Rech, quand on regarde les conclusions de cette conférence et quand on regarde comment le pays fonctionne, est-ce que aujourd'hui, peut-on encore dire que les acquis de la conférence nationale sont en train de conduire les destinées du Congo? De ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, la conférence nationale fut un moment de vérité, de courage et d'espoir, parce qu'elle a permis à tout un pays de reprendre la parole, de défendre la souveraineté de l'État, de poser les bases d'un avenir démocratique et responsable. Mais malheureusement aujourd'hui, 34 ans après, ce qu'on a décrit hier semble être encore d'actualité dans notre pays. Donc systématiquement, je dirais non à cette question. Ok, non à cette question. Albert. Oui, je pense que l'intérêt de cette conférence nationale, dont on n'a pas encore fini de faire l'inventaire des résultats, l'intérêt général et global réside aussi dans le fait que nous sommes entrés dans une période de catharsis. C'est-à-dire qu'il fallait dire un peu nous cachions, ce que nous gardions au fond de nous. Et une fois l'expression éclose comme cela, eh bien, les frustrations pouvaient disparaître ou bien s'atténuer. Je n'ai pas assisté à toute la conférence nationale, seulement le premier mois, mais dans un exercice que je pratiquais à cette époque-là vis-à-vis de mes fonctions, j'avais pu comptabiliser jusqu'à 221 journaux à Brazzaville. 221 journaux, parmi lesquels 6 ou 7 journaux quotidiens. Il y avait une floraison de titres. Il y avait une floraison c'est-à-dire que le Congolais voulait se raconter, voulait se dire, voulait s'exprimer.
Et il l'a fait, je crois, de forte belle manière. Ensuite, tout s'est retrouvé dans les réflexes de toujours, et puis voilà, les replis identitaires, etc. Mais enfin, c'était une période, une phase par laquelle nous devions passer, et voilà. Ok, Alphonse, les acquis de la conférence nationale et l'évolution du pays actuellement, il y a comme un hiatus, on dirait. À vrai dire, je sais que feu le Monseigneur Combo utilisait toujours un mot. Parole, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Si je m'en tiens à ça, je pense que je suis en droit d'y répondre par la négative. Je peux même dire, est-ce que la conférence nationale souveraine n'a finalement servi à rien, puisque le temps de la transition, l'espoir renaît, on se dit oui, le Congo va prendre ses marques, parce que parmi les pays qui ont expérimenté la conférence nationale, le modèle béninois est vanté. Mais bon, les autres modèles, la RDC, Madagascar, le Mali, bon, ne sont pas de bons exemples. Le Congo aussi, donc, en est un. Alors, il y a tout lieu de se demander, est-ce que ça valait bien la peine de faire cette conférence nationale souveraine, puisque sitôt, lorsque on a fini la transition, on est retombé dans les mêmes travers, justement en tuant, justement en volant. Et puis, on a connu la guerre du 5 juin. Nous sommes malheureusement on vient de fêter ce triste événement du 5 juin. Et quand vous observez le landerneau politique actuel, on peut bien se poser la question, est-ce que la conférence nationale souveraine a parlé aux hommes politiques? C'est-à-dire ceux qui ont pris les rênes du pouvoir aussitôt après, qui sont là avec nous. J'ai fort l'impression que ça a donc été une grand-messe où certainement les gens pouvaient aller chacun sortir sa vermine, engueuler le pouvoir, et les hommes du pouvoir aussi se sont certainement dit, bon voilà, peut-être qu'il faut rectifier le tir, mais après, là, je constate qu'il n'y a pas eu d'avancée. Et que franchement, peut-être que ce n'est même pas franchement la conférence nationale qui a pu mettre sur pied les quelques acquis démocratiques. C'est du fait, n'est-ce pas, parfois des pressions extérieures, un peu parfois le relais intérieur, qu'on essaie aujourd'hui d'avoir une liberté de presse, qu'on essaie d'avoir un multipartisme, mais vraiment tous les acquis de la conférence nationale souveraine, je ne les vois pas, et je pense que Reich, qui ne l'a pas vécu, ne pourra pas regretter de ne l'avoir pas vécu. Oui, c'est la faute de la conférence, ou peut-être tout n'avait pas été évoqué, ou ce sont les leaders qui ont pris le relais, qui ne veulent pas mettre en place les décisions arrêtées. Est-ce que toutes les décisions qui sont sorties de la conférence nationale souveraine pouvaient conduire à ce que nous constatons maintenant? Je suis honnête pour reconnaître que, contrairement à d'autres conférences nationales souveraines, Madagascar, Mali, hormis celle du Bénin, la conférence nationale souveraine du Congo est une réussite. Ça, il faut le reconnaître. Le président Denis Sassou Nguesso, le président actuel, a même fait mea culpa. C'était, n'est-ce pas, il y a eu cette opération de laver les mains, et tout le monde s'est dit vraiment le Congo prend un meilleur départ. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir des gens enfin qui se parlent, des gens qui reconnaissent les erreurs du passé, c'est qui pleurent pendant le déroulement de la conférence nationale, une remise en cause quasiment des hommes politiques, mais pour répondre à votre question, ceux qui justement ont pris les rênes du pouvoir après, je pense qu'ils ont mis en parenthèse toutes les grandes résolutions, toutes les jérémiades et tout ça à quoi on a assisté pendant la conférence nationale. Et puis les guerres sont arrivés, on a vu des gens s'enrichir, n'est-ce pas, présentant un train de vie ostentatoire. Bon, bref, on a même entendu des gens dire c'est notre tour, nous aussi. On a suivi pas mal de choses. Hein. Il ne prenait plus besoin de remuer le couteau dans la plaie, mais
Et éventuellement, ça fait que ceux qui sont aussi arrivés à la suite de la guerre, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent aujourd'hui, on dit, ah non, plus jamais ça, mais plus jamais ça dans le sens de dire, nous n'accepterons plus d'être aussi, de passer devant le tribunal populaire, et certainement ça a généré d'autres façons de voir les choses. Et quand vous voyez, on peut donc se dire que la conférence nationale souveraine n'a servi absolument à rien du tout. Sinon, ça a été un grand ramadan, une grande messe populaire. Chacun pouvait venir, n'est-ce pas, dire ce qu'il veut, ce qu'il avait au fond du cœur, mais dans la manière pratique. Et il n'y a pas que des jeunes de la tranche d'âge de Reich, il y a des gens qui dirigent aujourd'hui, qui ont justement vécu cette conférence nationale souveraine. Est-ce qu'ils se souviennent de cela? Mais je constate plutôt les gens se disent, alors plus jamais une autre conférence nationale où on sera injurié à longueur de journée. Et ça essaie d'obstruer le chemin démocratique du pays. Et puis on se dit, bon, il n'y a la conférence nationale souveraine, ça ne sert à rien du tout. Albert, tout le monde se rappelle de la fin de la conférence nationale souveraine où on avait organisé une cérémonie de lavement de mains. Finalement, cette cérémonie n'a plus de répondant, n'a plus de suite. On a lavé les mains, mais les cœurs sont restés tels. Oui, sans doute. Mais n'oubliez pas que c'était aussi une symbolique, une dynamique dans laquelle nous conduisait un président, un ecclésiastique, un prêtre, et donc un jésuite qui avait aussi sa manière jésuite de penser et de dire, croyant que, bon, voilà, comme ça se fait à la messe, il dit c'est ma faute, c'est ma très grande faute, que lorsque vous récitez cela 3 fois, ben vous expiez et vous ne recommencez plus, en principe. Donc ça aussi c'est une... Mais je serais moins dur avec Alphonse sur ce point. Peut-être que lui, il a aussi des arguments plus concrets. Moi, je n'étais pas là. J'ai assisté au début de la conférence, mais après, je suis allé ailleurs. Et donc, ce que moi, je peux retenir comme capacité de la conférence à influer sur les cœurs, c'est une espèce d'apaisement. C'est contradictoire ce que je dis, parce que après ça a débouché sur la guerre de juin 97. Mais c'est ce que nous avons entendu, en tout cas moi, pour le premier mois auquel j'ai pris part donc à ces travaux, ce que nous avons entendu ne s'entendait pas dans ce pays. Ce que nous avons vu ne se voyait pas. Je veux dire, vous avez des gens qui venaient dire, voilà, qui conduisait la Land Rover, qui a enlevé les 3 premiers cadres de l'indépendance sur la Samba-Débat. Je dis, c'était inouï. Et que les gens rentrent dans leur chaumière le soir en se disant, enfin, on a entendu ce qui se cachait. Et enfin, les cœurs aussi se sont libérés. Se sont libérés. Et donc, c'était pas quelque chose de négligeable, ce sentiment de, enfin, nous sommes Congolais tous. On ne se regarde plus en chien de faïence à partir du moment où c'est le principe. Et maintenant, après, où est-ce que nous avons fauté, où est-ce que nous avons triché? Ça, c'est... Oui, le grand problème, c'est celui-là. Les Congolais se sont parlé. On a pensé que le Congo a ouvert une autre page où les gens peuvent s'exprimer librement, dire ce qu'il y a au fond du cœur. Mais actuellement, nous constatons que nous sommes loin de ce qu'a dessiné la conférence nationale. Ça, c'est sûr. J'ai pris part à un ouvrage collectif dans lequel, donc, justement, nous montrions que ce que la conférence nationale nous a apporté ne semait pas le grain des violences qui sont venues après. Au contraire, maintenant que nous savions que ça pouvait se passer comme ça, qu'on pouvait enlever quelqu'un, aller le tuer dans la nuit et puis revenir bras ballants, s'en vanter sur la place publique, maintenant, plus jamais ça, Alphonse, c'est à ça aussi que ça se référait. Ça ne s'est pas fait, ça ne se ferait peut-être pas, mais au moins nous sommes maintenant un peu plus aguerris, un peu plus conscients de ce que dans un pays, il ne s'agit pas de dire simplement, il ne suffit pas de dire ne faisons plus ça, il ne suffit pas de
de planter des chars, des tanks sur la place publique en disant plus jamais ça, pour que ça c'est un peu du folklore. Rich, quand on regarde la conférence nationale, c'est vrai, les documents existent, la liberté de la parole, on a dit, il y avait beaucoup de titres des journaux. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose qui pouvait être capitalisé dans ce que la conférence nationale nous a légué? Bon, selon les acteurs politiques d'aujourd'hui, pour eux, c'était le fait de l'ouverture démocratique avec aujourd'hui le multipartisme. Pour eux, c'est un acquis. Mais pour nous, la jeune génération, ce qu'on a décrit hier, la mauvaise gouvernance, le laxisme, le népotisme, le favoritisme, nous revivons encore ça. Et c'est tout un problème. Ça veut dire que les acteurs politiques doivent se remémorer ce qu'ils se sont dit en 91 pour voir aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons léguer à la jeune génération que nous sommes. Mais c'est maintenant qu'il faut encore... N'est-il pas déjà trop tard Moi, je pense qu'ils peuvent encore se rattraper? Non, ils peuvent encore se rattraper parce que pour la plupart, ils sont encore aux affaires aujourd'hui. Pour la plupart, ceux qui ont pris part, ils sont encore aux affaires. Donc ils peuvent se remémorer ce qui se sont dit en 91 pour voir comment nous allons transmettre à la jeune génération, puisque dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont partir. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais le pays va rester avec la jeune génération. Ok, Alphonse, c'est vrai, vous avez dit que c'est comme si la conférence nationale n'a servi à rien, mais nous avons quand même eu l'expérience de le multipartisme, surtout actuellement le Congo connaît le multipartisme. Est-ce que on ne peut pas mettre ça à l'actif de la conférence nationale? Non, je vais simplement réprimer certains hommes politiques. Non, on sait très bien qu'il y a eu, avec la chute du mur de Berlin, la perestroïka qui est tombée à l'ex-URSS, ce sont des éléments, avec la conférence de La Baule, animée par François Mitterrand, qui ont concouru au mouvement de démocratisation en Afrique. Ce n'était pas franchement la conférence nationale, il n'y en a pas eu en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas eu au Cameroun, il n'y en a pas eu dans d'autres pays, n'est-ce pas, francophones. Mais pourtant, ces pays, justement, sont sur le chemin de la démocratie. Mais par contre, je pense qu'Albert a su quand même le relever, tout n'est pas noir, hein. La conférence nationale a quand même pu apaiser les cœurs, les tensions, parce qu'il y avait une tension palpable. Mais tout de même, aujourd'hui, on va lire certaines vidéos de la conférence nationale souveraine. On peut se rendre compte à l'évidence comment est-ce que le cardinal Émile Gayenda a été assassiné. Les gens, je suivais encore le YouTube de M. Mamoy, qui expliquait, parce qu'il a été un témoin oculaire de la scène. Donc, ce sont des choses, vous voyez, donc ça a permis quand même d'apporter des éclaircissements sur certaines choses, parce que il y avait des accusations qui étaient parfois fausses en disant ça doit être X, Y qui l'a fait, mais tout au moins la conférence nationale souveraine a permis de baisser la tension et de comprendre que parfois certains complots n'étaient pas toujours ourdis par des gens présentés comme étant des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre des assassinats, mais que parfois c'était du fait, comme le cas pour le cardinal Émile Gayenda, ce sont des gens qui s'organisent, ils vont le chercher, et puis bon voilà, ils décident d'aller l'exécuter. Donc que ce n'était pas quelque chose qui avait été planifié par quiconque ce soit. Donc cela, ça a permis quand même, pourquoi pas, de lever un pan de voile sur l'histoire politique du Congo-Brazzaville, sur certains cas, l'assassinat du président Mariam Bouabi. Donc il y a pas mal de choses qui, pour moi, je suis quand même, c'est là où nous, les journalistes, et puis tous ceux qui sont les témoins de l'histoire, nous ne faisons rien. Je n'ai pas encore vu des gens consigner des livres sur ces choses, sur la base des archives de la conférence nationale, essayer de retracer, par exemple, sur la base de ces témoignages, comment est-ce que le cardinal Émile Gayenda a été assassiné,
comment est-ce qu'il y a eu telle opération, notamment qui relève de cette période sombre de l'histoire politique du Congo. Bon, je ne sais pas, est-ce que les intellectuels et les journalistes que nous sommes avons peur de mettre ça sur la place publique au risque certainement des suites volées de bois vert de la part de certaines personnes, mais je constate que nous sommes quand même assez amorces parce que cette histoire est en train de s'oublier. Grâce à des débats comme ceci, on peut en parler. Mon jeune confrère Reich, qui ne l'a pas vécu, qui le vit aussi à travers certainement les témoignages de cette espèce, mais il faudrait que ce soit quand même consigné parce que les écrits restent toujours et permettent de faire un saut certainement qualitatif sur le futur. C'est-à-dire que ce qui manquerait donc dans cette manière de faire, mon cher Alphonse, ce serait peut-être un livre récapitulatif de tout cela, donc ou chronologique ou en tout cas présenté de manière comment dire, ordonnée. Mais les livres, c'est pas ça qui manque, je t'assure. J'ai répondu à un besoin de travail sur cette question, et il y a des choses qu'on ignorait et qu'on ignore. Il y a eu pratiquement de tous nos grands acteurs, ceux qui sont passés à la conférence nationale, chacun a produit ou fait produire un ouvrage. Ça, je peux vous l'assurer. À l'occasion de la présentation du livre de notre confrère Sonny Benga, on a pu voir, on a pu entendre, on a pu répertorier donc tous les ouvrages de ceux, vous savez, qui vont du général Dabira, par exemple, au général Makumba Nzambi. Donc, vous savez, ce sont quand même des personnages dont on ne peut pas a priori penser qu'ils pouvaient produire des livres, mais ils en ont produit, et donc il suffit de rassembler tout cela, de mettre en ordre pour avoir une histoire un peu chronologique de la situation. À côté de ce qu'ont dit les deux amis ici, je pense que aussi il faut penser à enseigner cette histoire à l'école, intégrer l'histoire de la conférence nationale dans les programmes scolaires. C'est très important. Ouais, comme on étudie la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que ce que nous vivons ou l'échec de la suite de la conférence nationale peut s'expliquer par le fait que les leaders ou le Congolais ne s'attendaient pas à fonctionner après la conférence ou à mieux gérer les acquis. Chacun peut donner un avis avant de conclure. C'est-à-dire les Congolais n'étaient pas prêts. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce genre de vent pouvait apporter. Oui, je vais avant d'y répondre. Apporter aussi quand même une précision qui peut être une inquiétude, c'est-à-dire la conférence nationale souveraine, tout ce qui s'y est dit n'est pas aussi une parole d'évangile ou des sourates de Coran. Hein. Il y avait aussi beaucoup de faux. Je me souviens de quelqu'un qu'on avait présenté comme ayant disparu, enlevé par les barbouzes, je sais pas. On avait observé une minute de silence. Et puis un jour il réapparaît, vous sentez que tout ça c'était quand même des mises en scène. Donc il faut que ceux qui justement peuvent s'intéresser à cette histoire fassent attention en tenant compte de certains témoignages. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, on peut se dire, est-ce que ceux qui justement ont assumé les rênes du pouvoir après la conférence nationale ont été surpris, ce qui m'étonnerait, parce que en ce qui concerne par exemple le professeur Pascal Lissouba, je pense que c'est quelqu'un qui était d'une certaine carrure politique, qui a été lui-même à l'époque un ancien Premier ministre, donc il ne pouvait pas être surpris, il ne pouvait pas être quelqu'un qui est arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe dans la politique. Il était aussi, n'est-ce pas, encadré par des gens qui étaient quand même certains parachutes du Parti congolais du travail. Bon, on n'a pas trop bien compris pourquoi, aussitôt, il y a eu comme cette tension politique, comme si les gens aussi se disaient, bon, bien comme certains le disaient, c'est notre tour maintenant, tout de suite le pays a basculé dans une situation de violence, pas seulement de violence politique, mais aussi de segmentation, vraiment en nord-sud,
même pas seulement en nord-sud, mais à l'intérieur même aussi des groupes. Quand dans le nord, des groupes se dilatent. À l'intérieur, dans la partie du bloc sud, pareil. Et on n'a jamais, jusqu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise les vérités. On peut donner l'impression que oui, on a pu rafistoler les gens et le vivre ensemble est là, mais ce n'est pas vraiment vrai. Tout est parti de là parce qu'il y a des gens qui gardent encore des stigmates. Stigmates d'avoir perdu quelqu'un, stigmates d'avoir perdu ses biens, mais qui ne le disent pas, et c'est une longue histoire. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'on dirait que c'est le démon? Je ne vais pas parler comme un aîné qui dit il faut peut-être désenvoûter le pays, mais je ne peux pas comprendre que le Congo ait pris vraiment les meilleures marques pour refaire son chemin de développement à travers cette conférence nationale souveraine, qui a été cité un modèle comme celle du Bénin, et qu'on se retrouve aujourd'hui pratiquement en train de balbutier dans notre façon de gérer et de faire, c'est non le fait des hommes. Disons-le tout simplement. Ok, Albert, oui. C'est un mauvais héritage où les gens ne comprenaient pas finalement. Non, l'héritage en soi n'est pas mauvais, parce que vous savez, rarement dans l'histoire de notre pays, depuis les indépendances, nous avons été appelés à adhérer librement et mais avec enthousiasme en plus à une initiative comme celle-là. Le jour de l'ouverture de la conférence nationale souveraine, en tant que journaliste, j'entre donc dans l'enceinte du Palais des Congrès et nous faisons la queue. La queue allait du boulevard jusqu'à la porte d'entrée de... Alors j'étais là et bon, oui c'est ça, j'ouvre grand mes oreilles, je regarde, je dis un moment historique. Et puis, au bout d'un instant, arrive une personne qui vient dire à mon prédécesseur, mon vis-à-vis devant, dit, mon général, c'est la règle, vous devez laisser votre pistolet. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ces choses-là s'entendent avec beaucoup plus de facilité, mais nous, à cette époque, vous dites à un général qu'il doit laisser son pistolet, mais c'était... Je regardais, je me dis, mais où est-ce que je vais me cacher ici? Parce que tout à l'heure... Et ça, c'était le général Yombi, donc devant moi. Et celui qui l'interpellait est un autre général aujourd'hui qui est en prison. Alors, donc vous voyez, c'est un moment d'histoire quand même qui marquait en se disant, voilà, les choses ont changé. Ça, cet instant-là, à défaut franchement d'avoir imprimé une marche nouvelle, ça marque quand même les esprits. Et s'il y a des choses à enseigner, c'est justement cette façon-là de se dire aussi que nous sommes en dette devant la nation et nous devons restituer l'histoire. Ok, Rech. Alors moi, je dirais plutôt que c'était les vieux démons du passé qui ont ressurgi. Maintenant, 34 ans après, il faut, au-delà de tout, assumer, comme l'a fait le président de la République ce jour-là, et dire que maintenant que nous avons assumé ce qui s'est passé, nous devons tout faire pour que le pays avance. Merci, merci. Nous pensons que les acteurs politiques devraient repartir à zéro et intérioriser les conclusions, ce qu'a été la conférence nationale pour que le pays reparte d'un bon pied. Fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous et à dimanche prochain.